Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Je rencontre qu'il y a des similitudes, M. Noël Tchani. Vous voulez créer le Front National au Congo. Bon, à part ça, depuis 1960, on a chassé les Belges. Et ce ne sont que les Congolais qui occupent le poste de souveraineté. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Moi, je pense, au contraire, il faut donner la chance maintenant à d'autres Congolais. Des pères ou des mères, je ne sais pas moi, 100%, 50%, 30%, 20%, même à 10%. Moi, je pense qu'il faut donner aussi la chance à ces personnes-là et on va voir comment est-ce que les choses vont évoluer. C'est la première question. La deuxième question, et ce sera la fin, c'est par rapport à des milliards de dollars que vous avez parlé lorsque vous étiez en train de parler de l'économie. Une fois élu, vous allez mobiliser près de 1000 milliards de dollars. Comment est-ce que vous allez le faire? Comment? Parce que nous savons que notre pays est gangréné par la corruption. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour mobiliser tout cet argent-là? Merci. De la question du recensement. Les élections sont déjà en 2023. Est-ce que vous pensez que faire le recensement est une nécessité pour avoir les bonnes élections en 2023? La seconde question est que le député national Tingui Pouloulou, qui a endossé votre proposition de loi, a eu la semaine passée à déposer une autre proposition de loi complétant la loi électorale en ce qui concerne le profil de celui qui doit être au poste de président de la République démocratique du Congo. Il a renforcé un autre critère lié à l'expérience, c'est-à-dire celui qui doit être à la tête du pays doit passer d'abord, notamment au niveau de l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. Que pensez-vous de cette nouvelle proposition de loi de Tingui Pouloulou? Votre présentation et votre profil, c'est complètement succulent. En matière économique, vous avez proposé votre plan Maréchal pour la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Mon nom c'est Francine Bala. Je suis rédacteur en chef au groupe de presse Grand Journal. Je disais que le profil de M. Noël Tchani est succulent en matière économique. Il a proposé aussi le plan Maréchal pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Un plan Maréchal qui n'est pas du tout vulgarisé. Il s'est adonné maintenant à sa proposition de loi sur le verrouillage d'accès aux fonctions souveraines de notre pays. Ma question est de savoir pourquoi, étant économiste, vous ne vous êtes pas concentré d'abord à proposer des lois sur les réformes économiques. Vous vous battez aujourd'hui dans une proposition de loi de la politique politicienne alors que nous avons un déficit considérable en matière économique. Qui ont posé des questions auxquelles je vais tenter donc en commençant par Mme Amina de Digital Congo. Vous avez indiqué que vous trouvez qu'il y a des similitudes entre ce que je propose aujourd'hui et ce que propose Marine Le Pen. Je suis content que vous ayez relevé cela. Marine Le Pen, que je connais personnellement, est une personne très nationaliste, parfois mal comprise dans ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle aime sincèrement son pays, la France. Elle aime la France et moi je ne peux pas lui reprocher cela. On a connu aux États-Unis des présidents qui aimaient aussi beaucoup leur pays. Vous avez suivi John F. Kennedy, Barack Obama et tout ce monde-là. Au même titre qu'ils ont le droit d'aimer leur pays et de faire ce qui est bien pour ce pays-là, quel que soit ce que le monde entier peut penser. J'ai aussi le droit d'aimer mon pays et j'aime profondément la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Donc si vous trouvez qu'il y a des similitudes dans l'amour que chacun de nous, en tant que leader, a à l'égard de son pays et de son peuple, je suis content que vous ayez relevé cela. Maintenant,
la question de chasser les Belges. Non, nous avons réclamé l'indépendance pour des raisons que nous connaissons. La gestion du pays par les colonisateurs a été décriée non pas simplement en RDC, mais à travers le monde entier. Et il ne s'agissait pas simplement, c'était un courant, il ne s'agissait pas simplement de la RDC, il s'agissait donc de demander d'être souverain au niveau des pays africains, au niveau des autres pays du monde qui étaient des colonies, des pays étrangers. Et nous ne regrettons pas cela, même si depuis 1960, au lieu de transformer notre pays en une île de prospérité qui allait profiter à tout le monde, en tant que pays, nous avons commis des erreurs de gestion. Mais moi, personnellement, je ne regrette pas la décolonisation de la RDC et de l'Afrique. J'ai dit simplement qu'à partir de maintenant, faisons en sorte que nous réussissions en tant que pays souverain en évitant les erreurs de gouvernance que nous avons connues jusqu'à présent, des guerres fratricides qui ne nous ont pas très avancées, et en nous concentrant maintenant sur l'essentiel qui est le développement économique et social du pays, qui va profiter pas à un individu, pas à sa famille biologique ou politique, mais à tous les Congolais sans exception. Donc, ce que nous devons faire, c'est créer cet environnement pour que chacun de nous participe à la reconstruction du pays sans exclusion, et nous allons réaliser de meilleurs résultats. Maintenant, est-ce que la loi que je propose élimine certains Congolais? Non, elle n'élimine pas les Congolais. J'ai dit ceci. J'ai dit que nous sommes un pays de 105 millions d'habitants. À supposer même qu'on crée des emplois, même pour les enfants qui viennent de naître, 105 millions d'emplois. J'ai dit que tous les Congolais ont droit de tout faire dans leur propre pays. Tout faire dans leur propre pays. Ils peuvent devenir des médecins, des économistes, des professeurs, des hôteliers, des entrepreneurs, ainsi de suite. Ils peuvent tout faire, des présidents des clubs de football et j'en passe. Mais il y a quelques postes simplement, une quarantaine au maximum, qui sont des postes de souveraineté que nous voulons verrouiller dans l'intérêt du peuple congolais pour nous assurer que le pays va toujours être dans des bonnes mains et qu'il n'y ait pas de risque d'infiltration à ce sommet-là. Parce que si ce risque-là se réalise, nous sommes mal partis. On peut balkaniser le pays. Et d'ailleurs, je suis surpris, moi, que cette question soit soulevée en RDC. Vous savez quoi? Dans d'autres pays, un Congolais, on ne peut même pas le regarder comme étant une possibilité de diriger ce pays-là. Ça n'existe même pas. Je vous donne l'exemple, parce que vous avez mentionné donc le Belge. Un enfant qui serait né, je prends un cas hypothétique, d'une combinaison entre le roi de Belge et une femme congolaise. Cet enfant-là, il ne peut pas devenir roi de Belge. Vous êtes d'accord? S'il ne peut pas devenir roi de Belge, pourquoi voulez-vous qu'il devienne le roi de la RDC? Donc, nous devons être très clairs. Cet enfant est le nôtre. Il peut tout faire en RDC. Il peut devenir ministre des Sports. Il peut être un grand entrepreneur. Il peut être médecin, professeur. Nous avons besoin de toutes ces personnes-là. Mais il ne doit pas devenir président de la RDC parce que ce poste-là, à la minute qu'un enfant comme celui-là l'occupe, il y a des conflits d'intérêts dans lesquels il va se retrouver. Il ne peut pas trancher entre une question qui doit intéresser la RDC et la Belgique. Il aura toujours des loyautés partagées. Faut-il décider en faveur du pays de mon père ou du pays de ma mère? Pour éviter cela, nous disons que cet enfant peut tout faire dans notre pays, sauf ce poste-là, qui serait réservé aux gens qui vont décider exclusivement en faveur de la République démocratique du Congo, de notre pays. C'est ça que les Américains donc ont fait. Ils ont verrouillé chez eux. Il y a des gens très distingués aux États-Unis. Je ne sais pas si, peut-être que vous êtes trop jeune pour connaître Henry Kissinger. Kissinger, c'est l'un des meilleurs secrétaires d'État jamais connus par les États-Unis d'Amérique. Il est monté, il a pris des galons, il est devenu secrétaire d'État et on lui a dit stop. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Vous ne pouvez pas devenir vice-président des États-Unis, vous ne pouvez pas devenir président américain parce que vous n'aurez pas de loyauté totale à l'égard de la RDC. Je voudrais sur ce point-là partager une expérience personnelle avec vous. J'étais étudiant, je faisais l'école de banque à New York. Le 1/40e de cela, c'est très facile à faire. Il faut être imaginatif pour arriver à le faire. Attendez que je devienne président de la République, vous allez voir comment l'argent va entrer dans les caisses de l'État. Donc, ça c'est pour blaguer. Mais je vais vous dire que c'est faisable. Ce que nous devons faire, c'est mettre en place les préalables. Je salue les efforts qui sont faits actuellement par le président de la République pour mettre en place d'abord un environnement où il n'y aura plus donc de guerre à l'Est. Si on veut avoir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national.
on peut mettre en place un état de droit qui fonctionne. On peut avoir des mécanismes de bonne gouvernance, où l'argent, tout ce qui doit aller dans les caisses de l'État, entre dans les caisses de l'État. Vous allez voir que ce pays-là est capable d'avoir un budget, pas les maudites 10 milliards de dollars que Sama Lukonde vient de faire approuver au niveau de l'Assemblée nationale. Ce pays est capable d'avoir un budget annuel, je dis bien annuel, c'est-à-dire par an, de 75 milliards de dollars. 75 milliards de dollars. C'est faisable. Si nous travaillons avec conviction, avec détermination, nous pouvons le faire. L'Angola, ici à côté, qui a une population qui représente un quart de ce que nous avons, a un budget de près de 35 milliards de dollars. Le Nigeria a un budget de 581 milliards de dollars. Donc nous sommes capables d'avoir ce budget de 75 milliards de dollars. Et si nous faisons les choses comme elles doivent être faites, les préalables d'abord, mettre fin à l'insécurité, mettre en place un état de droit qui fonctionne, mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance et faire en sorte que tout l'argent qui doit revenir à l'État aille dans le compte de l'État. C'est pour cela que je salue les efforts qui sont faits actuellement par M. Jules Alinguete et l'IGF. Si on continue comme ça, on arrivera à cet objectif-là. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour demander que les autorités publiques, le président de la République et tous ceux qui interviennent dans le processus donc, de mise en place des institutions, qu'on rende opérationnel, en plus de l'IGF, d'autres organes de contrôle, tels que la Cour des comptes. Pourquoi est-ce que la Cour des comptes est paralysée? Pourquoi on ne peut pas installer ces magistrats-là qui font partie donc, de la Cour des comptes pour que la Cour devienne aussi visible que l'IGF? Il faudrait qu'on arrive donc à rendre cet organe de contrôle effectif. Il y a aussi d'autres organes de contrôle tels que l'inspection générale de la territoriale, l'inspection générale de forces armées congolaises, de la police, tous les organes de contrôle. Il faut qu'on arrive à les activer pour qu'ils deviennent aussi actifs que l'IGF. Et vous allez voir que l'argent va entrer dans les caisses de l'État. On pourra mobiliser beaucoup plus d'argent que ce que nous pensons aujourd'hui. Donc, mon objectif de 1 000 milliards de dollars faisable sur 15 ans est tout à fait réaliste. Une portion viendra, bien sûr, des investissements directs des étrangers, une portion des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Mais la grande portion de nos ressources viendra de ressources intérieures, en améliorant la gouvernance, en luttant contre la corruption, les détournements des fonds publics et en ayant ce que j'appelle tolérance zéro à l'égard de ceux qui s'amusent avec les fonds publics. Maintenant, Mme Sarah Koboline des ETM a dit que les élections auront lieu en 2023. Est-ce qu'on a besoin de recensement avant les élections? Je voudrais souligner la nécessité du recensement. On ne doit pas faire des choses simplement pour le plaisir de le faire. On fait le recensement pour les élections. Quand on veut faire le recensement, on dit on fait ça pour retarder le processus, donc, pour qu'on ne puisse pas arriver aux élections, pour qu'on puisse organiser le glissement. Non, messieurs, mesdames. Le recensement est important pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons besoin en tant que pays de connaître, nous avons combien de Congolais qui existent sur cette planète. Pour faire la conception des politiques de développement, on a besoin de savoir on a combien de gens dans ce pays. Donc le recensement est important. Il est même, en anglais, comme on dit, overdue. On aurait dû le faire hier, mais si on ne l'a pas fait, qu'on puisse rattraper ce retard-là, qu'on puisse faire le recensement le plus tôt possible. Moi, je ne vois pas simplement les échéances électorales. Mais j'estime qu'il faut le faire pour qu'on ait des données fiables sur lesquelles on va se baser pour concevoir des politiques de développement. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Vous vous rappelez tout récemment, Transco a importé des bus. Je ne sais plus combien. Bon, je vais prendre le chiffre de 500 bus qu'on a reçus au Congo. Il fallait répartir ces bus-là entre Kinshasa et les provinces. Je vais simplifier le cas pour que ça puisse être bien clair. À supposer qu'on ait à répartir ces 500 bus entre Kinshasa simplement et Kindu-Maniema. Si Kindu-Maniema a une population de 1 million d'habitants et Kinshasa a 15 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on peut faire pour répartir ces 500 bus de façon à être juste, mais qu'on les utilise à bon escient? À mon avis, il faudrait donner à Kinshasa 15 fois plus de bus que Kindu-Maniema, n'est-ce pas? Mais on ne peut faire ces calculs-là que si on connaît que Kindu-Maniema a 1 million d'habitants et Kinshasa a 15 millions d'habitants. Et comment est-ce que vous allez connaître ces chiffres-là? C'est en faisant le recensement. Donc, pour la conception des politiques de développement, on a besoin du recensement. Pour l'organisation des élections, on a besoin aussi du recensement. Il
faut le faire maintenant. Si on estime qu'on ne peut pas réaliser cela avant 2023, les Congolais ne veulent pas entendre parler du glissement. On va garder l'échéance donc de 2023 pour les élections, mais que le recensement soit fait, qu'il soit terminé avant ou après, peu importe, nous devons le faire. Maintenant, vous avez posé la question, Mme Sarah Kouboulin, sur la proposition faite par Singhi Pouloulou, le député exceptionnel, qui a endossé notre proposition de loi. Il dit, dans sa proposition, il reconfirme le principe que la présidence de la République et les fonctions de souveraineté soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais d'origine. Je suis d'accord avec lui sur cette partie-là. Mais il a ajouté une nouvelle dimension en disant qu'il voudrait que les gens qui peuvent postuler au poste de président de la République aient été députés nationaux ou bien sénateurs. Je ne suis pas d'accord avec mon ami, mon député national Singhi Pouloulou sur cette question-là, parce que je considère que la vision pour être président de la République va au-delà simplement de l'expérience législative. Il y a des gens qui ont conçu des plans de développement, des plans Marshall. Il y a des gens qui ont une vision globale de la gestion du pays. Il y a des médecins, il y a des juristes qui ne sont pas au Parlement, qui peuvent être aussi bons pour vendre leur vision de développement et se faire élire en tant que président de la République. Nous n'allons pas restreindre cela simplement au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Avec tout le respect que je lui dois, j'ai compris sa proposition et je demande aux députés d'en débattre de façon transparente et qu'on arrive donc à adopter une position qui sera bonne pour le pays. Mais j'ai peur qu'ils se retrouvent dans une situation de conflit d'intérêts. Parce qu'on demande aux députés et aux sénateurs de voter une loi qui va les favoriser par rapport au reste de la République. Il y a un problème de conflit d'intérêts. Donc, par conséquent, je voudrais demander à tous les honorables députés et sénateurs adopter la première portion de réserver les fonctions de souveraineté aux Congolais nés de père et de mère, mais mettez de côté la proposition donc, que vient de faire l'honorable Singhi Pouloulou pour réserver cela aux députés et aux sénateurs, ce n'est pas nécessaire. Soyons les plus inclusifs possible. Maintenant, il y a c'est M. Francine Bala, un grand journal, qui a parlé du plan Marshall que moi, en tant qu'économiste, je devrais me concentrer à le vulgariser plutôt que de proposer de loi au-delà donc de mon cercle de compétences. Et je pense que M. Mbala commet l'erreur que Bob Elvis a déjà corrigé. Bob Elvis a dit qu'il trouvait que j'étais un savant. Le savant, il doit être across the board dans tous les domaines. Et quand on a été candidat à la présidence, on a aspiré à diriger la République. Il faut avoir une vision globale qui touche tous les secteurs, non pas simplement mon secteur de spécialité qui est l'économie. Il faut regarder les autres secteurs aussi qui interfèrent avec la vie nationale. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disent toujours qu'on connaît que vous êtes un excellent économiste. Ça, nous connaissons déjà. Mais qu'est-ce que vous connaissez au-delà de l'économie? De temps en temps, je leur dis que je peux chanter, je peux faire comme Koffi Olomide, je peux faire le karaté, mais je fais aussi donc des propositions de loi au-delà du cercle restreint de mon domaine d'expertise. Tant que je ne fais pas des erreurs. Et ça, c'est une même preuve qu'on est capable de diriger un pays. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes au niveau de diriger un pays, vous devez être capable de prendre n'importe quel domaine, de vous entourer correctement des gens qui connaissent ce secteur-là. Et dans mon cas, pour rédiger cette proposition de loi, j'étais entouré d'éminents juristes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans cette salle, mais d'éminents juristes. Nous avons travaillé ensemble et on a conçu la proposition de loi. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je suis très confortable parce que je m'appuyais sur des experts dans ce domaine-là. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. En ce qui concerne le plan Marshall, c'est une œuvre en cours. La sensibilisation, ce que j'ai découvert avec le peuple congolais, c'est que quand je leur parle du plan Marshall, ça entre ici, ça sort là-bas. Mais quand je dis de père et de mère, tout le monde a compris le message. Donc, on essaie de combiner les deux, vulgariser le plan Marshall, mais de l'autre côté aussi parler le langage que tout le monde peut comprendre, pour que le plan Marshall aussi, ses idées, puissent être absorbées par la population. Mais j'estime que c'est important qu'on puisse vulgariser le plan Marshall. J'en profite pour vous faire une annonce. Non seulement pour le plan Marshall, mais pour la loi de verrouillage aux fonctions de souveraineté. J'estime que c'est important que toute la population congolaise soit mise au parfum et ait l'occasion de poser des questions
et se sentent à l'aise avec ces propositions-là. Je vais faire avec mon équipe le tour de toute la République, de toutes les provinces, pour aller parler dans les universités, mais également dans des endroits où c'est possible, pour être au contact avec tout le monde et de façon à répondre aux questions, aux préoccupations, attendre aussi des suggestions. Donc ce tour va commencer bientôt. Je crois qu'on va parler déjà dans quelques universités à Kinshasa, au Irak, Kisangani, dans les Kivu, à Mbujimaï, à Kananga, Bakongo, Bandundu. Donc chaque province aura l'occasion de nous voir à l'heure, de poser des questions et d'échanger avec nous là-dessus. Merci. Est-ce le moment idéal pour cette proposition de loi? J'ai bien réfléchi avant ça. Je voudrais vous dire que je vais faire une anecdote. Vous avez une maison en paille, ok? Cette maison se trouve au milieu de la forêt. Il y a des arbres partout, la brousse partout. Et vous avez votre famille qui vit dedans, votre mari, vos enfants, vous vivez tous dans la maison. Mais vous savez qu'il y a de temps en temps ce qu'on appelle de feux de brousse. Là, quelqu'un peut prendre une cigarette, jeter dans la forêt, ça déclenche le feu, toute la forêt prend du feu et le feu arrive progressivement vers votre maison, habite votre famille. La question que moi je voudrais vous retourner est celle-ci. Quel est le meilleur moment pour vous de prendre des dispositions pour que votre famille, votre maison soit sécurisée de façon telle que si jamais il y a des feux de brousse, que la maison ne puisse pas prendre feu, en créant par exemple de l'espace suffisant autour de la maison, en installant le système de jet d'eau pour pouvoir éteindre le feu qui viendrait. Quel est le meilleur moment de le faire, madame? Est-ce que vous allez attendre d'abord qu'il y ait le feu pour faire cela, ou bien vous allez prendre cette disposition-là à tout moment pour parer à toute éventualité? Moi, je pense que si vous êtes responsable de votre famille, à la minute que vous avez eu cette idée dans votre tête, vous devez, dès le matin, commencer à débroussailler autour de la maison, installer le système de protection de la maison pour que ce risque-là ne puisse jamais se réaliser. Parce que s'il se réalise, devinez quoi? Vos enfants, votre mari, vous-même, tout le monde emporté par le feu. C'est ça le sens de l'urgence qu'il faut attacher à cette proposition de loi. Il est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'analyse. Moi, j'ai eu le privilège d'être analyste. C'est-à-dire, un analyste, il voit des situations compliquées. Et il s'est dit quel est le risque que nous prenons. Quand j'ai fait cette analyse-là, et je me suis dit, tiens, notre constitution, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, pour être candidat à la présidence, il faut simplement être congolais d'origine. Et congolais d'origine, on a défini ça de deux façons. Pendant la période du Zaïre, on avait dit qu'il fallait être zaïrois d'origine, et ils avaient précisé, virgule, né de père et de mère zaïrois d'origine. Il y a des malins qui sont venus et ils ont enlevé né de père et de mère zaïrois ou congolais d'origine. Ils ont laissé la portion simplement, il faut être congolais d'origine. Mais ils ont défini maintenant congolais d'origine comment? Il faut être né de père ou de mère congolais. Et j'ai analysé, je me suis dit, mais nous prenons un grand risque. Imaginez que les armées étrangères que nous avions envahies, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Zimbabwe, toutes ces armées étrangères, et on a eu toutes les armées du monde, même venues dans le cadre de la MONUSCO. Ils ont fabriqué des enfants congolais ici, avec des filles congolaises de gré ou de force, les Bosco, Tanganda et consorts. Ces enfants-là, ils sont éligibles au même titre que vous et moi pour diriger la RDC. On n'a pas dit qu'on va les chasser, ce ne sont pas nos enfants, ce sont des enfants parce qu'ils portent notre sang. Mais nous disons simplement qu'ils sont les nôtres, ils peuvent tout faire dans le pays. Mais les fonctions de souveraineté, nous voulons les réserver entre nous qui sommes les propriétaires du pays à 100%. Et cette disposition-là, ça existe partout, ce n'est pas simplement au Congo. Donc le timing de cette proposition, c'est au moment où on a identifié le risque. Et j'ai identifié ce risque-là maintenant. Il faut le gérer immédiatement. Il ne faut pas attendre que le feu vienne envahir la maison, brûler toute la maison, tuer tout le monde, et nous allons nous réveiller après, commencer donc à nous plaindre. Il faut agir avant que le risque se matérialise. C'est ça qui justifie le timing de la proposition de loi ici. Donc le temps de faire cette proposition de loi, c'est maintenant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, si vous me suivez,
Je voudrais vous demander de planifier le débat entre les députés nationaux sur cette proposition de loi. Si vous ne pouvez pas le faire pendant cette session, il y a la session de mars. J'ai compris les priorités que vous avez. Le budget de l'année 2022, le budget rectificatif de l'année 2021, la reddition des comptes de l'année dernière. Ce sont des priorités, il faut le faire dans les délais constitutionnels. J'ai compris aussi qu'il fallait mettre en place la CENI. On a vu tout ce que ça a pris comme temps pour arriver à mettre en place le bureau de la CENI. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ces priorités-là, s'il vous plaît, regardez cette loi comme étant une des priorités parmi les priorités, parce que les questions de souveraineté, ça passe avant tout. Je veux bien qu'on puisse... J'ai rencontré le député national Daniel Mbao, que je salue au passage, que j'ai trouvé très intéressant. Bon, les questions de dot sont très importantes, mais je dirais qu'avant les questions de dot, il y a les questions de souveraineté, s'il vous plaît. Donc qu'on puisse passer vite à l'œuvre, qu'on organise le débat sur cette question et qu'on adopte une position pour qu'on sache où nous allons. Maintenant, il y a Jacques a posé une question. Organisé par Dr Noël Tchani Mouadambida, en vue de vous donner des éclaircissements et de précisions sur son initiative. La proposition de loi Tchani sur le verrouillage d'accès aux fonctions de souveraineté, enjeux et perspectives. Vous avez la matière. Nous attendons voir ce que vous allez préparer. Là où il y avait des doutes ou un certain flou, il faut aussi transmettre objectivement ce que Noël Tchani a dit. Au nom du comité organisateur de cette conférence de presse, nous vous disons grandement merci. Merci également à celui qui a tenu debout pendant plusieurs heures. Docteur, merci beaucoup. Et je crois que le tchanisme social va se mettre debout. Et en plus de ça, tous ceux qui sont intervenus, les intervenants non journalistes, nous vous disons également merci parce que nous avons compris que les sujets étaient très intéressants et nous osons croire que prochainement, quand nous aurons un autre rendez-vous pour parler d'autres sujets, vous serez aussi nombreux et à temps. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. Merci. C'est pour tout ce que nous connaissons ici. C'est après les débats du régime Abiyarimana. Et c'est Keko qui était le Premier ministre. Il s'était catégoriquement opposé. Voilà la conséquence. Un dernier mot, ce sont des réflexions. Moi, j'encourage ça. Il faut vraiment que ça continue. S'il parvient à nous convaincre, c'est beaucoup mieux pour lui. Et s'il ne nous convainc pas, on ne va pas aller avec lui dans ce sens-là, puisque le pays est sous la haute menace. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui est derrière tout ça. La menace est interne et externe. Le président de la République est en train de lutter pour extirper des infiltrés dans notre système. Et tout de suite, cette loi-là saute. Je ne comprends rien du tout, moi. Je ne comprends rien du tout. Il faut aller dans le même sens avec le président de la République pour l'encourager. Vous avez entendu ce qui se passe à l'Est. Ce ne sont pas des Congolais. Les ADF ne sont pas des Congolais. Vous voyez ce qui circule sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. On dit, bon, il y a des deuils à Kinshasa, il y a des deuils à Kigali. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ces gens-là sont des rebelles. Mais pourquoi ils n'attaquent pas leur propre régime? Ils ne tuent que des Congolais. Et j'attire l'attention des Congolais. Je vous ai dit que moi, je suis juriste, j'ai ma constitution à mon côté, là. Oui. Et je fais le droit public. Il y a un article de notre constitution qui stipule, qui dispose que pour la paix africaine, l'État congolais peut concéder
une partie de son territoire. Et ça est dans notre constitution. C'est un grand danger. Quand on disait le pouvoir, la puissance de l'État sur l'ensemble de la République et que cette partie-là n'était pas dirigée par le gouvernement central, il y avait des gens qui faisaient la loi là-bas. Il y avait des sorties frauduleuses de minerais, de toutes les richesses. Bon. Où est-ce qu'ils voulaient en arriver? Il faut un peu attendre qu'on termine avec les gens qui se sont infiltrés à l'Est, qu'on termine avec les gens qui se sont infiltrés dans nos institutions, voulais-je dire. Et maintenant, ce moment-là, on va voir comment il faut réfléchir pour des cas, des infiltrations, pour que ça ne se répète plus. Il vient de citer énormément de cas ici, vous avez entendu. En temps, 2023 n'est pas loin. Bon, 2023, ce n'est rien du tout, puisque le président de la République travaille très bien pour sa population. Il est d'ailleurs des pères et des mères. Donc lui, il n'y a pas de problème, il ira jusqu'à 2028. Ça, on ne court pas derrière les temps. Mais il faut qu'il travaille. Pour travailler, il faut qu'il soit à l'aise. Ce n'est pas amener des complications, ça, nous ne sommes pas d'accord. Merci. Par rapport aux lois sur le verrouillage de certaines fonctions de la République. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis plus que satisfait. Je suis très content de cette proposition, de cette loi. Et d'ailleurs, nous en avons parlé avec un certain nombre de jeunes la fois passée dans une réunion où c'est dit que cette loi va protéger la République, surtout dans le domaine de l'économie, parce que nous avons parlé de l'économie. Vous avez vu comment l'économie congolaise, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, a connu, nous avons d'ailleurs cité 3 armes fatales qui ont tué l'économie congolaise. Nous avons cité les origines douteuses, parce que les origines douteuses ont été à la base de l'effondrement de l'économie. Il y avait l'amour et la volonté, mais d'abord l'élément clé c'était les origines. Les origines des dirigeants congolais étant un peu floues, c'est ce qui a un peu tué. C'est comme ça que nous soutenons cette loi. Nous sommes très d'accord avec la loi. Mais par contre, d'autres Congolais de père et de mère, je ne peux pas avancer un tel argument. Dans chaque proposition de loi, chaque loi d'ailleurs, dans chaque loi, il y a discrimination, si on peut dire discrimination. C'est-à-dire que, prenons par exemple la loi qui dit il faut qu'on paye l'impôt, par exemple. On ne demande pas l'impôt aux enfants, on ne demande pas l'impôt c'est-à-dire aux mineurs. On demande l'impôt aux travailleurs, l'impôt. Mais celui qui est mineur ne peut pas dire qu'il y a discrimination parce que lui, il est mineur. La loi, c'est une loi. Si vous vous conformez, si vous n'êtes pas éligible à cette loi, tant mieux. Donc il n'y a pas de discrimination parce que la loi, c'est la loi. C'est un peu... Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous qui vous êtes scotché sur votre chaîne YouTube, là je vois partout ailleurs au monde entier, vous êtes restés branchés sur votre chaîne télévision YouTube, Corrector News TV. Nous étions venus ici pour couvrir la conférence de presse du docteur Noël Tiani sur la loi Congolité. Vous le savez bien, cette loi a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion nationale. Pour certains, estiment que cette loi vise certaines personnes potentielles candidats aux élections présidentielles. Mais par contre, d'autres lois, cette personne estime que cette loi protège la souveraineté de certaines fonctions du pays. On était ici à l'hôtel Rotana où s'est tenue cette conférence de presse. On était là, la chaîne Corrector News TV était là. Là, je vois derrière la caméra, je vois Corneille. Et puis, je vois la coordonnatrice de cette chaîne, Rachel Chakou, et aussi votre humble serviteur, Kevin Bouy. Merci, restez scotché sur votre chaîne. Merci beaucoup. Corrector News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.